Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Toyota Corolla Sport Tourer. Sport Tourer, c'est la version break. On a déjà essayé la version compacte, berline, on peut l'appeler comme ça. Cette fois-ci, la version 2 litres, 196 chevaux, et également dans la version break. Plus de coffre, plus de puissance, le gros moteur. Je vais faire un essai sur 1000 km, donc là je vais pouvoir vous faire vraiment un retour, mais au top du top, aux petits oignons. Je suis parti de chez Toyota, là-haut dans le nord de Paris, je suis redescendu dans le sud de Paris, ensuite je suis allé jusqu'en Corrèze, faire du quad, d'ailleurs il y a une vidéo là-dessus. Avec cette voiture, c'était top parce que j'ai pu emmener les équipements de moto, les casques, les sacs, etc. Le coffre, c'était parfait. Comme d'habitude, je vous fais un essai complet, on fait le tour de la voiture, on parle des motorisations, des différentes finitions, et ensuite on va l'essayer sur tout type de route. On commence par de la petite route jusqu'à de l'autoroute, et je vous donne surtout un vrai point conso, puisque là sur 1000 km, je peux vraiment vous en parler. Pendant que vous êtes là, petit truc pour m'aider énormément, si vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner et mettre le petit pouce bleu, on est bientôt à 100 000 personnes, ça m'aide énormément. Allez, c'est reparti. Alors, cette Corolla, elle existe en deux motorisations. Pour commencer, soit le 1,8 litre 140 chevaux, soit ce 2 litres 196 chevaux. La différence, c'est le 0 à 100, 9 secondes 15 pour la première version, la petite version, et celle-ci, 7 secondes 1. On sent que ça marche plutôt pas mal, il y a des bonnes reprises. Alors on a toujours la boîte ICVT, c'est toujours cette sorte de variateur qui peut monter un petit peu dans les tours, on le verra, ça sur l'essai dynamique. C'est l'hybride de 5e génération, donc au niveau des consos, ça devrait encore s'améliorer un petit peu. Si vous voulez parler niveau conso, pour en parler un petit peu maintenant, on est entre 4 et 4,5 litres en ville ou en région parisienne, c'est ce que j'ai fait, lorsqu'on est en mode éco. Et sur du long trajet, on est là sur les 1000 km, il me semble que j'en suis à 5,6 litres, ce qui est vraiment correct. Et lorsqu'on est seulement sur autoroute, on sera aux alentours des 6 litres. Donc là, on était deux personnes, coffre chargé. Ce qui est plutôt pas mal pour une voiture essence. Alors c'est une hybride, ça reste comme une grosse voiture. Donc 6 litres sur autoroute, sur une version essence, c'est plutôt bien. En parlant d'essence et des consommations, là-bas, on a un réservoir de 43 litres. Donc, c'est peut-être le petit point qui va pêcher sur cette voiture, c'est que c'est un petit réservoir. Sur autoroute, on fera à peine 500 km. Sinon, c'est 650 km sur le mix. Bon, c'est le petit truc, c'est qu'il faut repasser un petit peu plus souvent à la pompe, mais quand on y va, on ne met pas grand-chose non plus en essence. Au niveau des dimensions, la version compacte, elle fait 4,37 m, celle-ci fait 4,65 m. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée différence d'environ 30 cm, ce qui rajoute du volume de coffre. Au niveau de la largeur, 1,79 m et 1,46 m de haut avec ces petites barres de toit juste ici. Au niveau du poids, on est aux alentours de 1400 kg et on peut remorquer jusqu'à 750 kg. Au niveau du rayon de braquage, on est sur 11 mètres et dans le coffre, bon, je vous donnerai les volumes juste après. Elle est disponible en plusieurs finitions. On a la Active, la Dynamique, la Business, la Design, la Collection et la GR Sport. La GR Sport, elle a quelques petites particularités. On aura des badges un petit peu partout. C'est un petit peu plus sympa. On a pas mal de choix. Au niveau des jantes, on pourra aller du 16 au 18 pouces. On aura 11 styles de jantes à personnaliser. Et on aura également 11 couleurs de teintes pour cette voiture. Tout comme on a le biton aujourd'hui, blanc et noir sur la partie haute. Le blanc est bien brillant, le noir également, on voit toutes les paillettes au soleil, ça rend plutôt bien. On peut avoir un black pack qui rend la voiture un petit peu plus noire et foncée, moins de chrome par exemple, là on n'a pas d'entourage chromé, etc. Ça peut être un plus si on veut que ce soit un poil plus discret. Au niveau des sièges, pareil, pour l'intérieur, on aura 4 sièges différents pour avoir des sièges un petit peu plus sportifs, des sièges en tissu et des cuirs synthétiques, puisqu'on n'a plus forcément de vrai cuir maintenant dans les voitures. C'est plus trop à la mode le cuir, c'est comme les moteurs thermiques, c'est plus trop à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Est-ce que vous êtes pour le vrai cuir à l'intérieur ou ces cuirs synthétiques? Et pareil, est-ce que vous êtes plutôt voiture hybride, voiture 100% électrique ou toujours un bon vieux thermique, voire même un diesel, ce qui est presque une insulte de nos jours, diesel. Oh. Mais pourtant, ça reste quand même l'idéal pour les gens qui font beaucoup de route. Bon, je vous refais un tour très rapide, mais on reconnaît bien sûr la Corolla avec cette signature lumineuse. Les clignotants ensuite passent sur la signature de jour, donc ça s'éteint pour passer en clignotant. On a les feux à LED, on a même les feux automatiques et j'ai même le détourage des voitures. Ça peut passer en plein phare automatique avec une sorte de matriciel qui est plutôt correct. C'est pas le plus haut de gamme qui existe, mais au moins c'est là. Toujours le logo au centre ici avec l'entourage bleu qu'on ne retrouve plus sur les nouvelles voitures pour ceux qui m'ont vu faire une des dernières Toyota récemment.
sur la Prius qui est hybride rechargeable, donc c'était plus entouré de bleu. Ça, c'était la nouveauté. Ensuite, on retrouve une grande calandre noire, franchement plutôt jolie, pas de plastique disgracieux apparent, une petite lame ici et des petits enjoliveurs sur les côtés au niveau des anti-brouillards. Sur le côté, donc comme on a dit, un petit peu plus de 30 cm plus longue, surtout c'est cette partie sur l'arrière, et pourtant déjà la Corolla de base, elle est quand même assez longue sur la partie haute, elle paraît quasiment presque un petit peu break, mais là on voit que ça s'allonge encore, et cette vitre qui s'allonge, ensuite on retrouve à peu près le même arrière. Donc de ce côté-là, l'essence, je vous l'ai dit, 43 litres, sur le côté on a juste cette baguette chromée. Ensuite, quelque chose de très simple, si on a l'option keyless, on peut appuyer sur le bouton de la porte ici en tactile pour verrouiller le véhicule. On a le bouton dans le coffre également. Ouverture sans clé avec la clé dans la poche et on peut monter dans le véhicule. Le biton, partie vraiment noire sur la partie haute. Et ici, on voit la démarcation qui est faite à la peinture. C'est pas un sticker, c'est vraiment peinture biton. Les jantes, comme je disais, entre 16 et 18 pouces, vous avez le choix entre 11 options. Cette voiture est bien sûr une traction, donc freinage à disque aux 4 coins, mais surtout freinage régénératif qui va recharger la batterie, ce qui est un plus également pour les plaquettes en anticipant bien. Les plaquettes ont une meilleure durée de vie. Sur l'arrière par rapport à une Toyota Corolla de base, franchement on note pas tant que ça de différence, comme je vous disais, l'arrière ressemble un petit peu, c'est juste que là on est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus prolongé. Donc long béquet qui intègre le 3e feu stop, l'antenne type requin sur le haut, l'essuie-glace bien pratique, toujours le logo Toyota avec du bleu ici, la signature lumineuse également à cet endroit-là, le clignotant cette fois-ci s'insère sur le côté, on garde le rouge, le Corolla de ce côté-là, la baguette chromée, le petit mot hybride, hybride simple, donc pas d'hybride rechargeable sur ces versions, ce que moi je préfère puisque vous avez vu la nouvelle Prius par exemple, elle est devenue hybride rechargeable et on n'a pas d'autre choix, on n'a plus cette motorisation hybride simple. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt hybride rechargeable ou hybride simple, comme ça le full hybride, ce qu'on appelle dans le jargon. Ensuite, blanc, noir, c'est peint. Ici, on a des enjoliveurs d'échappement, mais on n'a pas l'échappement puisque l'échappement est toujours caché en dessous puisqu'on ne montre plus les pots d'échappement. Pareil, politiquement correct, tout ça. Et puis, c'est vrai que ça évite qu'il y ait de la fumée qui sorte ici. Le coffre, ici par contre, là on a un très grand volume de coffre, 596 litres de coffre. Et là ça commence à devenir vraiment intéressant. On a de quoi rabattre les sièges juste ici, on a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Et lorsque je rabats tout, eh bien là on commence à avoir vraiment un volume gigantesque, plus de 1600 litres. Au niveau du plancher, déjà en dessous, on a, regardez, de quoi mettre une demi-jambe, on peut avoir une roue de secours en dessous si l'on souhaite, mais on a quand même du rangement même si on met une roue de secours. Et lorsque je me mets dans le coffre, alors même si j'ai rabattu les sièges, mais je vais me mettre juste dans la partie coffre, franchement ici c'est vraiment spacieux, c'est large, on a les rails ici pour faire glisser plus facilement les bagages, et si je m'allonge à l'intérieur, est-ce que 1m80 ça passe? Alors là, moi je fais 1m80, comme vous pouvez le voir, j'ai les pieds qui touchent les sièges et je pourrais fermer le coffre ici. Donc je pourrais limite faire une petite nuit ici avec un petit matelas gonflable. Bon, c'est plutôt spacieux, comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai une prise 12 volts de ce côté-là, allume-cigare, et l'éclairage est sur le côté ici grâce à des bandeaux LED. Bon, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous disais, on peut refermer directement électriquement ou verrouiller le véhicule à partir d'ici. Alors, les places arrière. Donc, là, c'est lorsque le siège était rabattu en un plancher quasiment plat, fixation top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Alors, ce qui est bien, c'est lorsque je remonte le siège, la ceinture est bien restée sur le côté, ils ont pensé à ça. Donc, fixation top taser isofix. Allez, je viens m'insérer à l'intérieur. Donc moi je fais 1m80 et lorsque je viens m'asseoir, déjà je tombe directement vers l'arrière pour bien me caler. Ensuite, 1m80 alors. Ah oui, je n'étais pas encore monté à l'arrière. Si je me mets droit, ma tête touche là-haut, ma tête touche sur le côté. C'est pas vraiment fait pour les grandes personnes à l'arrière ici, malheureusement. La portière, c'est moussé sur le haut, on a une belle finition, du cuir synthétique ici, des surpiqûres. La portière est bien plus quali que certaines allemandes, même si ça fait un petit peu plastique, mais au moins au toucher, c'est agréable. Poignée, la fenêtre qui s'ouvre jusqu'en bas, ce qui permet de mettre le bras sans avoir mal ici à l'avant-bras. J'ai une poignée ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a un toit vitré, donc panoramique et ouvrant sur la partie avant.
J'ai de l'espace au niveau des genoux, j'ai de l'espace pour les pieds, je peux passer mes pieds en dessous. On a les poches à l'arrière, un port USB-C ici et un autre USB-C. Donc on a deux USB-C sur l'arrière. Les grilles de ventilation, on ne peut pas régler sa température, mais on peut régler le débit d'air et vers où on veut se faire ventiler. Ici, on a un accoudoir. Ils n'ont pas pensé à mettre la petite languette, malheureusement. Moi, ça me fait mal à chaque fois, la petite peau ici, là. Je suis un peu fragile. Accoudoir très confortable, cet accoudoir. Double porte-gobelet dessus. Et je vais relever mon appui-tête. Et là, alors, voilà, comme je dis, c'est si je me cale là et je me prends un dos d'âne, je me fais super mal au crâne sur la partie haute. Donc, soit je fais 1m80, je me mets un peu plus relax, mais ça va me creuser un petit peu le dos, ça va me faire un petit peu mal au dos pour ne pas toucher là-haut. Ou sinon, un petit peu de biais. Je referme ça. Petit tunnel central ici, pas très haut, il y a une moquette dessus. Je passe sur cette place du milieu, je regarde les boucles de ceinture. Les boucles de ceinture ne me gênent pas. Et par contre là, je tape encore là-haut, malheureusement. Et là, je viens vraiment toucher la partie du toit ouvrant. Et cette fois-ci, c'est un peu moins agréable. Donc, grande personne, évitez l'arrière, sinon il va falloir se tasser un petit peu. Voilà pour cette partie arrière, allons découvrir l'avant. Sur la partie avant, alors. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, il y a écrit force oiseau. Portière, donc sur le haut, c'est moussé un petit peu comme à l'arrière. La poignée très simple avec le verrouillage. Les fenêtres, les commandes de fenêtres et rétroviseur, verrouiller les fenêtres des autres, et verrouillage de la voiture et réglage des rétroviseurs. Partie un petit peu laquée qui vient ici. Ensuite, de quoi mettre des bouteilles. La bouteille d'1,5 litre cristalline rentre ici. J'ai testé pour vous. Pas forcément hyper facilement, mais elle passe. Toyota Corolla, rappelez ici. Siège manuel sur cette version. On a quand même ici de quoi gonfler les bourrelets. Pédalier ici, très simple avec un repose-pied sur le côté. Et je vais venir m'installer directement à l'intérieur. Ce qui est bien quand c'est manuel, c'est que ça recule plus vite. Sur le côté en bas, ici on a le mode plein phare automatique. Ici c'est le trip, c'est pour afficher le kilométrage ici sur le trip A, le trip B et le trip total. Désactiver le SP et ouvrir le coffre à distance. Ensuite ici on a des plastiques durs de ce côté-là. Ensuite là c'est moussé, c'est vraiment joli. Juste cette petite partie ici, le bouton démarrer. Ensuite, le volant. Le volant ressemble à ça. Un beau volant rond, ça se fait de plus en plus rare. Les volants ronds, ils veulent tous mettre des méplats partout. Chez Toyota, c'est très simple. Sur la gauche, on va pouvoir changer les informations. Juste ici, d'ailleurs, j'ai mal fermé la porte. Hop, parfait. Volume, commande vocale, retourner en arrière et décrocher au téléphone. Sur la droite, ça va être les aides à la conduite avec les modes limiteur, régulateur adaptatif, conduite de niveau 2. Là, c'est pour plus vite, moins vite, les modes et la distance avec le véhicule qui nous précède. Ça peut être juste le maintien dans la ligne ou le franchissement de ligne qu'on peut activer ou désactiver. Les modes ici de radio et changer de musique. On a des palettes derrière le volant qui vont nous aider à pouvoir régénérer un petit peu plus, ou si par exemple on a la montagne et que la batterie est pleine, ça va jouer une sorte de mode B, puisque vous pouvez le voir, ici il n'y a pas de mode B. On a parking, reculé, neutre, drive et sport, mais on n'a pas de mode B. Donc les palettes pourront jouer à ça, ou pour les accélérations si vous avez besoin. Alors n'hésitez pas des fois à monter haut dans les tours, mais en fait la boîte le fait tout seul, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à jouer avec ces palettes. Pour moi, elles ne sont pas vraiment utiles. À part pour la montagne, les essuie-glaces ici avec un mode automatique, et les feux ici avec un mode automatique, et les clignotants. Voilà le bruit du clignotant. L'écran ici derrière, la vitesse ici, la puissance qu'on va utiliser, plus de contour, ça n'existe plus. Et comme vous pouvez le voir, sur 975 km, j'ai réalisé une moyenne à 5,6 litres. Là, je suis en mode EV, ça veut dire que la voiture est démarrée, mais comme j'ai largement assez de batterie, le moteur ne tourne pas. Elle est ready, ça veut dire qu'elle est prête à rouler. Je suis en mode parking, plein phare automatique. Donc là, j'ai allumé les feux, mais ça ne me sert à rien. Donc j'éteins, c'était pour les images, que ce soit joli sur la vidéo. Là, je suis en mode éco, parking, ma vitesse, les aides qui sont activées, la température extérieure, l'heure qu'il est, et les aides à la conduite juste ici. Ensuite, grand écran où vous pouvez voir qu'il y a Waze actuellement de connecté et ça fait du scintillement. Voilà, le téléphone est dans ma poche, le téléphone n'est pas connecté, donc Apple CarPlay, Android Auto sans fil.
Donc hop, je peux retourner à mes applications et je peux retourner au menu de la voiture avec le Toyota qui lui aussi a son GPS, les commandes de musique, hop, le téléphone. Donc ça c'est pour revenir à mon téléphone. Je retourne au Toyota ici, les réglages de la voiture ensuite et tout est là. Plus bas, on a le volume juste ici, les aérateurs, touche warning, le débit d'air de chaque côté, la climatisation que je peux rallumer d'ailleurs. Donc là, on peut avoir synchronisé, on a du bizone, vitesse, désembuage, l'éteindre, c'est juste ici. Et est-ce que je veux la clim ou est-ce que je veux me faire ventiler, recyclage d'air. Ça, je vous ai montré, donc petite surpiqûre jusqu'à là-haut, un autre aérateur sur l'extrémité là-bas et un autre ici. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est symétrique. Ensuite, on retrouve un chargeur par induction à cet endroit-là, siège chauffant pour moi et pour le passager sur 2 niveaux, low ou high. Ici, c'est activé le chargeur par induction. Les drive modes, je vais pouvoir avoir le mode éco, normal ou sport. Le mode EV pour forcer le mode électrique. Si par exemple je suis à la maison, je veux partir discrètement ou rentrer discrètement le soir. La commande reculer, ce qui m'active la caméra de recul. Alors caméra de recul, très vieille caméra, donc on voit vraiment les pixels, mais bon, on a un grand écran, on a une bonne visibilité. Neutre et drive de cette façon. Je peux basculer sur le côté en mode sport, je peux passer les rapports plus, moins comme ça, ou avec les palettes. Enfin les rapports, c'est pas de vrais rapports comme c'est une boîte ICVT. Le frein de parking ici, le auto-hold pour ne pas avoir à freiner lorsque je roule. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut le réinitialiser à chaque fois, le auto-hold. Ensuite, un espace, comme vous pouvez voir, mon téléphone n'est pas connecté ici. Double porte-gobelet. D'ailleurs, le port USB type C est juste là-bas pour connecter votre téléphone et recharger rapidement. La couloir ici qui coulisse et du rangement encore à l'intérieur, USB-C à l'intérieur et prise 12 volts, ce qui est pas mal. Donc on a 1, 2, 3, 4 USB-C à l'intérieur. Sur le haut, miroir avec un bord très fin, plutôt joli, électrochrome, donc qui se teinte automatiquement la nuit. Ensuite, on a l'éclairage, éclairage LED sur les côtés. On peut éclairer les 2 côtés en même temps. Ça, c'est pour ouvrir. Hein. Ensuite, ça, c'est juste les modes que vous avez ici pour l'auto-ouvrant. Ou ça, c'est juste pour le rideau, l'ouvrir ou le fermer. Petit truc qui m'a dérangé, moi, sur l'autoroute, c'est qu'il n'y a pas d'endroit pour caler son ticket dans le pare-soleil. Par contre, on a sa petite LED et son miroir. Et ce qui est particulier, c'est que vous voyez, le miroir n'est pas centré. Il est sur le côté. Très bizarre. Mais un petit truc de ticket, ça aurait été parfait. Le micro pour quand je parle en Bluetooth, j'ai une poignée et tout le monde a sa poignée. Le toit ressemble à ça et si vous voulez que je l'ouvre, hop, on reste appuyé dessus, donc il se lève et ensuite il peut s'ouvrir de cette façon. Donc il s'ouvre un petit peu et on a le petit filet anti-bruit à l'intérieur et on peut juste bien sûr soulever l'arrière pour avoir un petit peu d'air ou refermer totalement. La boîte à gants, hop. Assez important. Ici, on peut mettre une bouteille d'1,5 litre. On a un petit peu de place. Elle est plutôt spacieuse. Des enceintes JBL au coin là-bas. Et on a un son plutôt correct. Bas volume. Le son est correct. Tout juste, par contre, quand on monte un petit peu, on sent qu'on a un son un petit peu mieux. Et vraiment mieux que celui d'origine. Par contre, on n'est pas sur quelque chose de vraiment premium. Le son est bon, mais c'est pas waouh. Voilà. Mais ça joue quand même si vous aimez le son. Le JBL, c'est une option que je conseille. Bon allez, c'est parti. Allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route. C'est parti avec cette Toyota. Donc là, je commence en ville, mais il va y avoir un gros trajet de fait, voir ce que ça donne niveau consommation et tout. Voiture hybride. Donc on a le gros avantage de pouvoir rouler une grosse partie du temps, surtout lorsqu'on est en ville, en mode électrique. Là, j'ai le moteur qui s'est démarré, puisque j'étais pas mal à l'arrêt tout à l'heure. Il y a la climatisation qui tourne, tout qui va bien. Franchement, lorsqu'on n'est pas dans les tours, ça reste très agréable. Le moteur est assez discret sur cette Corolla, surtout quand on est à basse vitesse. Là, je suis en mode normal. J'entends un petit peu le moteur tourner tout de même, mais c'est vraiment pas dérangeant. Donc ensuite, on va peut-être entendre le moteur tourner un petit peu plus lorsque on viendra tout juste de démarrer la voiture, parce que le moteur, il faut qu'il chauffe un petit peu. C'est pas bon de laisser un moteur froid se démarrer, s'arrêter et redémarrer à chaque fois. Mais sinon, à partir du moment où la voiture aura tourné,
ça restera très discret. Là par exemple, je suis en mode moteur, en montée. On connaît cette sorte de boîte CVT, ICVT de chez Toyota. Effectivement, dans les montées, c'est un petit peu plus bruyant, mais quand on relâche un petit peu, ça fait un petit peu comme si on passait un rapport. En fait, ce variateur se régule et au final, si j'appuie pas trop fort, ça va monter très haut dans les tours. Là, par exemple, je suis repassé en élec. Là, le moteur se redémarre parce qu'il sait qu'on est en montée. Il a besoin d'assistance. En 100% électrique, ce serait peut-être un petit peu trop dur pour lui. Mais vous voyez que quand je repars tranquillement, alors certes, on entend un petit peu, ce qui est normal, ça reste un moteur thermique, mais c'est pas excessivement bruyant. Allez, c'est reparti. Ici, j'appuie un peu plus fort. Effectivement, on l'entend comme si c'était un moteur avec une boîte de vitesse traditionnelle, sauf que là, on va pas forcément nous décider à quand le régime va baisser, plutôt que lorsqu'on passe un rapport, qu'on conduit une boîte manuelle. Mais moi, je trouve ça vraiment pas dérangeant au final. Et ensuite, une fois qu'on est à l'arrêt, on entend un petit peu ce qui se passe dehors, mais pas tellement. Il reste que le bruit de la climatisation. J'ai aucune vibration. Je vais mettre mon auto-hold parce que ça j'aime beaucoup. Ça me permet de me relâcher et de me relaxer au feu. Et en vrai, là je suis bien. D'ailleurs, ce store, je vais l'ouvrir. Donc ça me met encore un petit peu plus de luminosité et on voit que c'est quand même assez grand. Surtout une journée où il pleut comme aujourd'hui. Bah, ça va faire du bien d'avoir plus de luminosité dans cet habitacle. On a déjà essayé la Toyota Corolla. Mais c'est vrai que cette version break a quand même pas mal d'avantages. Au final, on peut stocker pas mal de choses derrière et le volume de coffre est un petit peu plus volumineux. Mais ce qui est bien, c'est que là, la clim tourne, tout ça, la voiture est vraiment à l'arrêt. Et si je repars tout doucement en électrique, ça va recharger un petit peu. Et si je dois accélérer un poil plus fort, effectivement, le moteur se redémarre. Donc pour la ville, ça reste quand même une des voitures idéales. Ah, il faut s'arrêter ici. Et là, le moteur se recoupe. Donc dans toutes ces conditions, c'est quand même top. D'ailleurs, je remets toutes les consommations à zéro à partir de maintenant. Donc je vais vous faire des petits stats en arrivant chez moi là. Donc il y a en gros 40 km, 1 heure de route. Donc, il y a pas mal de bouchons. Région parisienne, là il y a un petit bout à 110, après c'est 90, du 70 du périph. Donc une petite heure de route, je vous donne les consommations et ensuite on fait de l'autoroute, on va descendre jusqu'en Auvergne et je vous redonne les consommations totales arrivées en Auvergne. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. On a une direction qui est bien assistée, elle est plutôt légère. J'adore cette vue sur Paris, toujours cette tour Eiffel et tout à chaque fois. Je vais vous le prendre vraiment là, je sais pas si vous voyez, mais là-bas, tout là-bas. Bon, allez, on va aller s'insérer. Si on a besoin de puissance, il y a largement de quoi faire. Ça relance bien, c'est plutôt dynamique. Allez, on va s'insérer, c'est 110 ici. Parce que bien sûr on peut appuyer vraiment pied dedans, ça met pas de temps, il n'y a pas de temps de réponse avant que ça marche vraiment, c'est assez rapide plutôt qu'une boîte qui va tomber des rapports. À 110, alors j'ai pas de régime moteur indiqué, la moto est passée très vite là, la chose. Donc à 110 km/h c'est plutôt agréable, faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est mouillé. J'ai peu de bruit de roulement, on entend légèrement le bruit du moteur bien sûr. Dès que je relâche, je repasse en électrique, le moteur se coupe. Dès que je réeffleure la pédale d'accélérateur, le moteur se redémarre. On entend un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. J'aurais peut-être aimé une insonorisation un poil plus travaillée. Là par exemple, je l'entends quand même pas mal. Au niveau des bruits du vent, ça reste bien contenu. Non, c'est plutôt agréable. C'est une voiture qui me donne envie de faire de la route. Je me sens bien, les sièges maintiennent très bien. Et ici, ça passe à 90. Et on ralentit directement. Et ensuite, c'est 70. Et ensuite, il y a des radars. Donc là, ici, on rentre dans une zone à 70. Donc je me mets
mon mode régulateur adaptatif. Je vais même lui demander toutes les aides à la conduite. Ça, je veux régulateur adaptatif, plus le centrage de voie. Je me mets à 70 km/h. Et là, c'est la voiture qui conduit, je me laisse conduire. On va rentrer dans un tunnel, ça va permettre de voir l'affichage intérieur de nuit. Donc on a le grand écran au centre ici. On n'a pas d'éclairage particulier sur cette voiture, pas de LED ou autre. Ça reste très simple. On a bien sûr les feux automatiques, on a les pleins phares automatiques également. Incroyablement, c'est plutôt bien insonorisé dans le tunnel. Et pourtant, en plus, là, j'ai ouvert le plafonnier. Donc ici, lorsqu'on a le rideau fermé, ça insonorise un petit peu plus dans la caisse également. Puisque le verre, ça résonne un petit peu plus que le tissu qui absorbe les bruits. Donc là, par exemple, on est en descente. Je suis en train de recharger ma batterie. Donc à chaque fois qu'on sera dans une phase de descente, eh bien, la batterie va se recharger ou on va passer en électrique. Et là, par exemple, comme dans la descente, j'ai pas mal rechargé ma batterie, j'étais à toutes les barres à fond, eh bien, je peux rouler une bonne partie en électrique, surtout si ça continue de descendre un petit peu. Et effectivement, quand je suis en électrique, eh bien, c'est beaucoup plus silencieux, j'ai absolument aucune vibration. On a beaucoup moins de bruit, les seuls bruits qu'on a, c'est les petits bruits de roulement et qui sont un petit peu amplifiés justement à cause de la pluie et de l'eau qu'on soulève. Mais sinon, c'est très agréable. Entering speed check zone. Encore une zone de radar. Donc maintenant, vu tous les radars qu'il y a partout, ce genre de voiture hybride c'est bien et on a limite envie de se mettre des petits challenges pour consommer le moins possible. Moi c'est ce que je me fais beaucoup et j'aime bien voir mes consommations vraiment très très basses. Là par exemple, comme on a une grosse zone de descente et qu'on est passé en électrique, malgré le petit bout à 110 qu'on a fait, les grosses accélérations, bah, je suis à 2,9 litres de moyenne. Ce qui est quand même très très intéressant. Et je suis quelqu'un qui roule plutôt éco. Et bah, comme je paye l'essence, que je roule beaucoup de voitures, j'essaye de faire en sorte de minimiser mes consommations. Même quand je roule en Porsche GT3 RS ou en McLaren, j'essaye de rouler toujours le plus calmement possible. Sauf lorsque je veux m'amuser. Mais je trouve ça agréable également, pouvoir rouler avec ce côté électrique. C'est top. Bon, après avoir roulé pendant 1 heure, moyenne à 3,8 litres sur le trajet que je vous avais dit. Donc traverser l'île de France, 3,8 litres dans des bouchons, du 70-90, un poil de 110 et beaucoup de bouchons. C'est intéressant, 3,8 litres pour ce genre de voiture, c'est top. Bon alors, je me suis arrêté là sur une petite aire histoire de poser les caméras. J'ai déjà roulé 400 km jusqu'à présent sur autoroute pour descendre. Là, on est pas très loin de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, il y a un péage bizarre sur la route. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le péage flux libre. Ils disent qu'il faut payer par internet et après, il y a juste une aire de péage. Enfin, j'ai rien compris à ce péage. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à me dire, mais il faut le payer ce péage ou c'est comment? Ils disent sur internet, mais pour les gens qui n'ont pas internet, ils font comment? J'ai pas compris. Bon, on va aller se réinsérer sur l'autoroute. Donc là, c'est bien, on peut s'arrêter. Il n'y a absolument personne ici. Alors, c'est un poil en descente, mais on va pouvoir tester les 200 chevaux. J'ai le auto qui se désactive à chaque fois que je redémarre la voiture. Ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est parti. Allez, pied dedans. Ça monte haut dans les tours. Ça reste très haut. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Ça y va plutôt bien. Je vais pouvoir me remettre mes aides à la conduite, 130 au régulateur, le centrage de voie, la conduite de niveau 2. Bon, je vous avoue que depuis tout à l'heure, je me fais conduire. À 130 km/h, on a un petit peu de bruit du vent. Le moteur, on l'entend un petit peu selon les phases. Si c'est en phase de montée, effectivement, il monte un petit peu en régime. Ça monte haut dans les tours. Sinon, à plat, ça va. On entend qu'il est présent quand même un petit peu dans l'habitacle. Après, on a quand même pas mal de bruit du vent à 130 et un petit peu de bruit de roulement. Mais au final, ça va, c'est plutôt correct. Les aides à la conduite sont plutôt bonnes sur autoroute, c'est pas gênant. Ça s'assiste bien. Après, niveau consommation, donc là j'ai fait 426 km. J'ai remis à zéro en partant de chez Toyota.
il me reste 114 km d'autonomie. Donc j'ai une moyenne maintenant à 5,8 litres depuis que je suis parti. On était aux alentours entre 4 litres et 4,5 litres lorsqu'on était en ville. Là par exemple, vous voyez, c'est un petit peu en phase de montée. Ça remonte dans les tours. Plutôt que de laisser ce variateur un peu plus fermé et envoyer plus d'essence, il préfère amener de la facilité, monter un petit peu plus haut dans les tours pour justement moins envoyer d'essence et que ce soit moins en contrainte. Donc je disais, en gros, si vous faites de l'autoroute, vous allez faire 500 km avec un plein, ce qui n'est pas énorme. On a des réservoirs assez petits sur ces voitures également, donc environ 500 km si vous faites que de l'autoroute. Et sur autoroute, je pense qu'on aura une moyenne aux alentours des 6 litres au 100, ce qui reste plutôt correct puisque ça reste une voiture essence, c'est une hybride. Et l'hybridation fonctionne pas tant que ça sur l'autoroute, même si quand même un petit peu, puisque lorsqu'on voit que le moteur est démarré et que c'est lui qui joue, on est aux alentours de 7,5 litres à peu près à 130 km/h. Mais au final, l'hybridation vient aider un petit peu dans les phases de descente ou lorsque c'est à plat. Donc bon, c'est pas trop mal niveau conso. Après ça reste quand même un break, on est deux dans la voiture, c'est chargé à l'arrière. Donc il faut s'attendre à des consommations un petit peu plus grosses si vous êtes bien chargé et 5 personnes à l'intérieur. Mais sinon, aux alentours des 6 litres au 100 sur autoroute. Bon alors, cette voiture Toyota Corolla en version break, eh bien comme la Toyota Corolla, ça reste une très bonne auto, c'est hybride, ça consomme pas trop, c'est agréable à rouler au quotidien. Là surtout après avoir fait beaucoup de routes avec, les aides à la conduite étaient vraiment top. J'ai beaucoup aimé, on avait juste à avoir la main sur le volant en fait, c'était pas un volant capacitif mais c'est un volant qui sentait la pression, en fait juste en laissant la main. M'a très peu dérangé comparé à beaucoup d'autres voitures où quand je fais de l'autoroute, souvent elle me rappelle à l'ordre. Là, c'était plutôt discret, c'était bien fait. Au niveau des consommations, comme je disais, environ 6 litres sur autoroute, 5 litres 6 sur 1000 km, en ayant fait vraiment tout type de trajet. C'est plutôt bien, ça consomme pas tant que ça. Petit négatif pour moi, c'est le réservoir qui est peut-être un petit peu petit. On va devoir aller à la pompe un petit peu plus souvent. Donc ça fait partir de Paris, aller en Corrèze, le plein en arrivant et le plein en revenant. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Sinon, c'est bien à conduire. On a un châssis plutôt dynamique. Peut-être les places à l'arrière pour les grandes personnes, c'est pas forcément l'idéal, mais par contre, on a un très grand volume de chargement dans le coffre. Ça, c'est un vrai plus et surtout, moi, ça m'a énormément avantagé durant ce week-end. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. On est bientôt 100 000 sur la chaîne. J'ai hâte, j'aimerais bien avoir mon petit trophée à la maison, donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis le début. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!